Bonjour. Alors, pourquoi tu m'as fait changer le titre, hein? Moi, j'avais mis dupliqué à l'infini et tu m'as fait changer le titre. Alors, Oui, parce que... Bon, écoute, c'est tout simplement parce qu'il s'agirait de remettre un peu les pendules à l'heure sur la signification d'un langage. Quand on veut commencer à toucher certains aspects des choses qui sont en profondeur, parler d'infini, on ne peut pas utiliser ce terme à tout propos pour exprimer une durée indéterminée. Alors monsieur est pointilleux. Mais c'est pas même... Oui, mais d'ailleurs là, en l'occurrence, c'est une nécessité d'être pointilleux. Oui, je comprends. L'infini en lui-même, l'infini, c'est Dieu. Eh oui, d'accord. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'infini sinon l'infini comme tel. Voilà ce que c'est. Donc l'infini, à partir du moment où on veut le contingenter d'une manière ou d'une autre, il est déjà plus l'infini, puisqu'on lui crée une barrière. Donc il ne faut plus du tout utiliser ce mot. Hein. Mais ce mot peut être utilisé dans la métaphysique comme on parle de Dieu dans la religion. Alors, on ne peut pas dire je te remercie infiniment. C'est des formules laïques qui sont dans les mœurs. Chacun comprend ça plus ou moins. Je ne dis pas qu'on y met un absolu là-dedans, mais je veux dire, c'est pourquoi utiliser systématiquement des termes en leur changeant leur sens réel. Il s'agit de rétablir le sens d'origine si on veut pouvoir toucher quelque chose où ces termes prennent une signification juste. Donc l'infini, c'est l'infini et il n'y a aucune raison de le définir d'aucune manière. Oui, d'accord. Voilà, sauf qu'il est l'infini comme tel. C'est comme Dieu, à partir du moment où on lui met une forme, on le délimite. Donc ça devient quelque chose de relatif. Ouais, je comprends. On est bien d'accord. C'est pas que ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs. Cette relativité en question, elle est d'une très grande importance, mais simplement faut mettre les choses dans un ordre hiérarchique qui correspond à la réalité, pas à des fantasmes quelconques. Alors parler d'indéfini, d'accord, parce qu'indéfini, ça veut dire une durée illimitée, en somme, c'est illimité. Simplement, ça reste une durée. Ce qui veut dire qu'une durée, en elle-même, elle est obligatoirement limitée. Autrement, elle ne serait pas une durée. Mais simplement, ça peut se prolonger, ou disons, le raisonnement humain n'arrive pas nécessairement à suivre le parcours pour arriver au bout. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une fin à tout. C'est comme dans l'espace. Plus on a des appareils sophistiqués pour voir loin dans le ciel, plus le ciel s'agrandit, puis on ne voit pas le bout. On peut parler d'infini, là? Non. Non, même pas. Bien sûr que non, c'est indéfini, mais du moment qu'il y a une distance, du moment qu'il y a un volume, du moment qu'il y a tout ça, il y a donc obligatoirement un début et une fin. D'accord. Et donc, voilà. Infini, en fait, c'est réservé à Dieu. Voilà, alors que l'on considère que la dimension de l'univers est indéfinissable, c'est entendu, mais elle est l'expression de cet infini, mais elle n'est pas cet infini. Elle l'est en tant qu'expression, mais elle ne l'est pas en tant que telle. Il faut rétablir toujours ces équilibres-là, autrement on se condamne à ne pas comprendre. Eh ben écoute, voilà. Je capitule, de toute manière, tu as toujours raison alors. Oh, c'est pour moi qui ai raison. Alors là, moi, faut m'écarter du jeu. Non, c'est que les choses sont ce qu'elles sont, puis voilà. Bon, est-ce qu'on peut parler du film d'Arthus Bertrand, enfin d'un passage du film d'Arthus Bertrand, oui. Qui est passé d'ailleurs hier soir, que j'ai regardé, je me bouffe de la télé, je te dis pas en ce moment. Bon, c'est pas grave, c'est un très beau film, il y a de très belles images. C'est pas grave, toi tu le dis. Hein. Oui, faut bien que je me console. Ouais. Donc, oui, Arthus Bertrand, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, de discuter avec. C'est un charmant monsieur d'une gentillesse extrême. Donc voilà, c'est vrai que bon, ce qu'il fait, bon, c'est très beau, hein, il fait de magnifiques photos, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, c'est lui qui enfin, à travers peut-être inconsciemment, sans le vouloir, il est quand même
dans les mains de manipulation quand même, hein, parce que bon, quand à la fin de ces films, c'est lui qui nous a fait, comment dire, avaler l'idée de la taxe carbone, tu vois, parce que bon, à travers les reportages qu'il a fait, il a consommé pas mal d'énergie, donc en compensation, donc c'était une manière un peu de préparer le terrain pour nous faire accepter avaler la pilule, on va dire. Donc voilà. Alors à un moment, donc le passage du film, c'est un monsieur dont le but est de mettre de la lumière dans toute l'Afrique. Je te lis le commentaire d'un auditeur, comme ça tu comprendras. En Afrique, des millions d'êtres humains sont plongés dans l'obscurité. Ce mot lourd de sens n'a pas été choisi au hasard. Et ils vont enfin bénéficier des bienfaits de la sainte électricité. Images d'enfants lisant des livres scolaires made in France à la lueur d'une bougie, puis hop, miracle du dieu technologie, les voilà illuminés. Le réalisateur nous balance alors fièrement que ces enfants vont avoir accès à l'éducation. Pauvres victimes, elles ne sont pas encore formatées aux standards créés par l'Occident. Et même à Internet, les voilà les méthodes du colonialisme et de l'établissement de la pensée unique actuelle. C'est parfaitement ça. Hein. Tout à fait. Alors, il est vrai qu'on veut arriver à faire une société de personnages qui sont formatés et ceux qui ne sont pas dans le coup, il faut qu'ils disparaissent. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté positif parce que grâce à cette électricité, ils peuvent faire tourner une pompe à eau et irriguer des terrains, cultiver. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est quand même, j'entends, c'est grotesque du début jusqu'à la fin. Attends, mais c'est un point positif quand même. Comment? Mais c'est pas positif, c'est un justificatif pour pouvoir pénétrer dans quelque sorte dans un lieu où il faudrait pas toucher. Oui, mais alors on nous donne toujours 2-3 éléments qui nous apparaissent comme étant positifs. Je dis bien qu'ils nous apparaissent parce qu'en fait c'est tout simplement parce que ça nous facilite la tâche à un certain endroit. Donc les gens qui ont des pompes de partout, ils ont perdu notion, par exemple, de ce que représente l'eau en tant que symbole, quelle est sa réalité profonde. Oui. Ils n'ont plus le respect de cette eau comme les gens qui la transportaient dans des conditions plus précaires. Donc on a perdu le sacré au profit d'une praticité discutable parce que elle va de plus en plus en sombre en ce moment. Donc c'est pas des justificatifs qui sont en eux-mêmes l'apothéose qui permet d'enfiler ça puis sans autre considération. Le fait d'apporter l'électricité à l'humanité n'a pas amené cette humanité à quelque chose de mieux que le passé a pu le montrer. On a vu des édifices, on a vu des tas de choses qui ont été faites, il y a encore des traces visibles dans tous les pays du monde où les gens n'avaient pas d'électricité, pas de machine, rien du tout, et c'est ce qu'on admire actuellement partout, y compris dans les musées. Et à présent, on va nous chanter que l'électricité, c'est la bénédiction, c'est la sainte électricité. Il faut quand même arrêter le délire, c'est du vrai délire, tout ça, c'est rien d'autre. D'autant plus que la lumière qui émane d'une bougie, ça donne une autre dimension que cette lumière électrique qui en fait qui plaque tout, qui met tout sur le même plan. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a eu un moment, moi j'ai eu de ma mère une explication quand elle a eu, ma mère est devenue très âgée et quand l'électricité est arrivée chez elle, et elle n'avait jamais vu d'électricité, et c'est arrivé chez elle, tout le monde chantait, disait que le diable est rentré dans la maison. C'était des paysans pleins de bon sens, qui n'avaient pas nécessairement une instruction particulière dans le domaine traditionnel, mais ils avaient encore le bon sens des gens de la terre. Et bien pour eux, le diable est rentré dans la maison, ça avait changé la dimension des choses. Eh bien oui, justement, c'est ça. Et eux, ils l'ont vécu en direct. Voilà. Ma mère était jeune quand c'est arrivé, mais enfin, ses parents étaient dans la même position. Voilà. Donc, en quelque sorte, pour nous faire passer une pilule,
On nous met toujours un morceau de quelque chose un peu sucré, de manière à ce que l'amertume parte tout droit. Hein. Ouais. Mais en réalité, on a pu voir ce que ça donnait. Voilà. Alors moi, ce que je trouverais intéressant pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre comment se jouent toutes ces choses-là, il s'agit de renouer à quelque part avec des connaissances d'ordre traditionnel, telles que certaines mythologies d'ailleurs, qui sont impeccables. Moi, je me réfère beaucoup à la tradition de l'Inde. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est meilleure qu'une autre, on considère ça dans un ordre hiérarchique vu par les yeux modernes. C'est pas ça. Il s'agit simplement que il existe encore en Inde toute une mythologie qui fait vivre en quelque sorte les choses d'une autre manière. Par exemple, dans l'islam, on a 99 noms divins qu'on peut répéter, qu'on peut dire, mais dont on ne connaît pas exactement en principe, disons en général, on ne peut pas les imager. Alors chez eux, ces noms divins sont devenus des personnages qui ont un rôle, qui jouent, qui sont actifs dans la vie courante. Dans le sens que l'honneur en soi-même, ou je dirais, comment qu'il faudrait dire, la générosité, mettons, en elle-même, qui est un attribut divin, se retrouve avec une forme, se retrouve dans une aventure, se retrouve dans des situations où il se manifeste avec générosité alors qu'on ne pourrait pas l'imaginer facilement tout seul, etc. Ce qui veut dire qu'en vivant dans cette atmosphère, on est obligé de voir les choses qui se passent pour ce qu'elles sont, y compris le fait d'apporter l'électricité en prônant qu'on est en train d'amener un bonheur à l'humanité. On voit qui est le démon qui est en train de se présenter sous la forme d'un ange pour vouloir essayer d'insuffler un air empoisonné sur un peuple. Ça se voit, il est visible. Ensuite de ça, on voit aussi ce qui peut l'en empêcher, etc., etc. Tandis que là, non, là, c'est que des considérations pratiques et sentimentales, donc c'est foutu. Tout simplement, il n'y a pas de solution. Comment faire? C'est pas possible. C'est toujours, ben voilà, c'est bien. C'est bien, on me parle j'entends parler de l'électricité. Oui, c'est l'électricité, c'est surtout ce qu'on en fait, mais parce que c'est comme si on pouvait pas, comme si on pouvait faire autrement et régler ça selon un critère de valeur réelle, alors que l'électricité, sa mise à jour, est déjà hors de ce critère. Donc si on fait déjà faux au départ, qu'est-ce qu'on veut rétablir un équilibre pour faire bien avec quelque chose de faux? C'est ridicule tout simplement. Simplement, ça n'apparaît pas comme tel si on ne se plonge pas véritablement dans la réalité de tous ces jeux qui se produisent, qui se passent dans l'univers. Et ce personnage qui a fait toutes ces images qui sont bien faites et ces gens-là sont souvent des artistes, mais un artiste, il a une espèce de fragilité, là, l'artiste. S'il n'est pas encadré par un cadre traditionnel, il a déjà cette fragilité par principe. Donc, en étant encadré dans un monde traditionnel, il a des règles qui l'obligent à rester sur le chemin précis des choses. Donc, il ne peut pas manifester des absurdités. Alors que si on le lâche à lui-même, il est en quelque sorte médium de toutes les absurdités, c'est-à-dire de toutes les influences, on pourrait dire, sataniques qui l'assaillent. Donc, il fait passer toujours une pilule, là, comme cette électricité comme étant la sainte électricité, tout simplement parce qu'elle est à quelque part, elle représente à quelque part une lumière, donc la lumière c'est la connaissance, etc. Donc on peut tourner autour du pot, oui, mais c'est ça le satanisme. Et ces gens-là en sont victimes, comme tous les artistes modernes. Ça leur permet d'exprimer simplement leur époque. Je voulais te dire par rapport à Arthus Bertrand, c'est quand même quelqu'un qui montre la beauté de cette création. Je ne veux pas le rendre responsable à part entière de ce qu'il peut véhiculer à travers ce qu'il fait.
il fait certainement les choses comme il faut, il se donne beaucoup de peine, et il a bien raison. L'histoire, simplement, c'est que n'étant pas régi par une législation traditionnelle qui est rigoureuse, un artiste devient inévitablement un outil de perversion par la force des choses, et plus il est bon, mieux ça passe. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas autrement. C'est pas pour le juger lui personnellement. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? Tu veux dire qu'il a peut-être des bonnes intentions, mais qu'il est de toute manière la proie de force. Mais les bonnes intentions, on le sait ce que c'est. On en a déjà. Oui. On sait. Quand il est dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. D'accord. Attends, tu disais. Oui, ben j'ai dit, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça. Ouais. C'est que l'intention, c'est une chose. L'intention, elle est fondamentale dans le sens que la seule intention qu'on peut avoir, qui soit une bonne intention, c'est de vouloir plaire à Dieu. C'est-à-dire donc de se mettre en accord avec lui. Voilà, la seule intention. Après tout le restant, on le fait dans cette intention-là. Ouais. On est bien d'accord. Alors si on n'a plus de référence du tout, puis que Dieu c'est devenu, comme actuellement, par exemple, l'économie, qui est la doctrine, le Dieu c'est le fric, ou bien c'est l'idéalisme, l'humanisme, toutes ces espèces de ismes qui ont émergé comme des furoncles sur l'humanité, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive inévitablement dans un cul-de-sac. Ouais. Donc, je me répète, comme je le fais bien souvent, il faut renouer avec une connaissance réelle. Et cette connaissance ne peut se trouver que dans le cadre traditionnel, puisqu'actuellement, l'islam est très en vue. Dans l'islam, il y a tout ce qu'il faut pour renouer avec tout ça. Il manque rien. Simplement, il faut se pencher. Il faut être suffisamment téméraire pour aller chercher assez loin. Il ne faut pas se laisser bloquer par des écrits, des morales, des choses qui sont là pour nous paralyser, nous empêcher d'avancer. Il faut chercher. Il y a dans l'islam, il y a eu dans l'islam des personnages, je me répète en parlant d'Ibn Arabi, qui a manifesté des choses merveilleuses. Elle a démontré toute cette connaissance qui est incluse dans ce cadre traditionnel. Il était d'ailleurs, même à son époque, il a dû s'expatrier, il a dû partir, parce qu'il avait autant d'ennemis, si ce n'est plus d'ennemis que d'amis. Donc c'était déjà une période qui était une période obscure, puisqu'un homme qui arrive avec une vraie connaissance se retrouve blackboulé. On est bien d'accord, ça a été le cas d'Omar Khayyam, c'était le cas d'hommes comme François d'Assise, comme Dante, etc. Les personnages, dès qu'ils ont un volume, qu'ils ont une envergure, ils déplaisent, ils commencent à contrarier des idées reçues, des mouvements, et puis là, ça va plus. Mais il faut les suivre, ceux-là, parce que ceux-là, c'est les flambeaux. C'est pas les autres qui ont rouge pété après, puis qui ont écrit l'histoire. Ouais. Ceux qui ont écrit l'histoire, on leur laisse leur histoire, et on va voir ces personnages-là. Ouais. C'est en ceci que moi, je me suis toujours trouvé dans la marginalité déjà. Parce que moi, les idées reçues, et puis ce que tout le monde croit, ce que tout le monde veut ou sait, je veux bien, ça peut être juste, mais ça m'intéresse partiellement. Ce que je veux voir, c'est qui sont ces personnages où on sent cette dimension définie, où tu vois, c'est des vrais battants. Voilà. Donc on s'approche de ces gens-là. En tout cas, pour en parler de ces personnages, qui sont ces flambeaux, ils aveuglent avec leur lumière, mais moi, je suis un peu comme les insectes qui sortent de l'obscurité, qui vont se brûler dans une bougie, comme disait Ramakrishna, et ils préfèrent mourir dans la flamme que de retourner à l'obscurité. Ouais. Attends, on ne peut pas quand même accepter cette obscurité comme étant une place tranquille. C'est ça la tiédeur, en somme, qui existe dans tout homme. Alors moi, je suis d'accord qu'on est enclin à ça. On est tiré par les pieds d'une manière continue par ce qu'on appellera, disons, l'attraction, par la loi de la pesanteur. Mais c'est là où l'homme a une disposition qui lui permet de marcher sur l'eau, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il peut s'élever et aller être plus,
utiliser des forces qui sont supérieures à cette loi de la pesanteur. C'est ça, en quelque sorte, ce qui est appelé le suprahumain dans certains écrits. C'est des possibilités pratiques, je parle pas rien que de quelque chose, je suis pas dans le mysticisme, c'est des possibilités pratiques qui sont donc utilisables, mais qui ne peuvent être valables que dans un cadre traditionnel bien précis, où tout le restant vient encadrer ça pour pas qu'il y ait des déviations. Ici, par exemple, en Occident, on a étudié les doctrines de l'Inde ou de l'arabe ou ancienne, égyptienne, etc. On les a étudiées à la lumière de quoi? Bon, c'est soit des considérations historiques qui sont toujours discutables, parce qu'à partir d'un certain temps, bon, c'est peut-être bon, c'est plus, c'est quand, ah ouais, bon, ça devient flou, mais on rend ça strictement net et précis pour se donner un genre. On va jusqu'à dater même les choses précisément, alors que c'est du pipeau en réalité. Il y a le carbone 14. Oui, mais le carbone 14, il s'est avéré qu'il était pas tout à fait... C'est comme tout le reste, c'est merveilleux quand on le découvre, puis après, ouais, bon, ben, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il s'avère toujours qu'il y a un endroit, il y a quelque chose qui pêche. Enfin bref. Quand les personnages qui se sont intéressés, les orientalistes qui se sont intéressés à vouloir exprimer des aspects de mythologie ou d'une doctrine traditionnelle ancienne, ils ont commencé à chercher des références chez des gens qui sont prétendument encore dans le coup, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des chamans en perdition dans certains coins où la tradition elle-même n'est plus vivante, où il reste quelques magiciens qui sont capables de faire 2-3 tours de passe-passe intéressants d'ailleurs. Je suis pas en train de les dénigrer, mais ça reste ce que c'est. Et on les a considérés comme des références. Mais non, c'est pas eux les références. Les références, c'est les vrais personnages qui sont ces flambeaux, qui ont existé et qui existent certainement encore, mais qui ont existé, par exemple, quand je parle de l'Inde, dans les années 50, où il y avait des personnages d'une envergure exceptionnelle, qui n'avaient rien à envier à ceux qui avaient pu se manifester à d'autres époques, qui sont venus là précisément, ont exprimé les choses exactement pour ce qu'elles sont, ont donné l'explication exacte de toutes ces doctrines, et on ne les écoute pas. Évidemment, parce qu'on n'arrive pas à suivre. Alors, quand tu ne peux pas suivre un truc, en fait, c'est dans la loi des choses, l'homme réfute ce qu'il ignore. Tout ce qu'il ignore, ça n'existe pas. Tu laisses une petite place, mais c'est une place floue dans un coin, mais ça disparaît, c'est fumé. Bon, ben voilà donc à quoi. Voilà ce que l'on trouve dans tous les écrits, pas dans tous, mais dans la multitude, dans une multitude d'écrits qui veulent relater des choses concernant les traditions, qui veulent exprimer ceci, exprimer cela, donner la symbolique des différentes mythologies. J'ai vu autour de l'Égypte ce qui a pu se produire. J'ai connu personnellement un éminent professeur dans le domaine et qui était le leader de son époque, où il était dans tous les livres les plus... Comment il s'appelle? C'était Henri Stirlin. Ah, c'est un personnage qui venait à l'atelier de mon père tous les jours discuter, bref, voilà. C'était à l'époque, c'était vraiment une sommité dans le domaine. Mais il était sympathique d'une certaine manière en tant qu'individu, c'est pas ça. Mais en fait de sommité... Faut arrêter, c'est du délire, c'est tout. Alors il était érudit, c'est vrai qu'il savait lire ceci, il savait, je sais pas, plusieurs langues, il pouvait tartiner les choses à volonté, mais ça restait toujours dans le même domaine, c'est-à-dire dans la superficialité et dans dans un espèce de, comment est-ce qu'il faut dire ça, dans un délire de l'époque où on considérait la mythologie pour quelque chose qui n'est pas ce qu'elle est en réalité.
Alors chacun l'envisageait par un bout ou par un autre. Comme on avait, à un moment donné, c'est comme un barrage, quand il casse, tout disparaît, tout s'envole dans tous les sens. Et là, à partir du moment où on a enlevé ce qui régissait en quelque sorte le mode de pensée à l'égard de ces choses-là, évidemment, après c'est la place à n'importe quoi. Puis voilà. Donc, j'assiste toujours dans tous les constats, tu as pu le voir, je voulais dire constater, que sur le fait de renouer avec des connaissances traditionnelles et non pas des connaissances contemporaines, laïques, qui sont subversives inévitablement, même si sympathiques soient-elles, si pleines de bonnes intentions, si les gens, si on veut ramener, comment on peut dire, simplifier quelque chose sous prétexte que tout le monde peut comprendre, et qu'il faut donc faire descendre la connaissance au niveau de la compréhension des personnages qui veulent connaître, c'est foutu d'avance. Tu parles de vulgarisation, là. Voilà, mais ça c'est quelque chose que c'est le mouvement inverse du bon sens. Le bon sens, c'est de donner les possibilités à l'homme de pouvoir s'élever jusqu'à la connaissance en question. Et cette possibilité, elle existe, elle est offerte par les traditions. Je veux dire que cette connaissance à bas prix, vaut mieux rien que ça. Elle ne peut que suggérer, dans les meilleurs cas, elle ne peut que suggérer le fait qu'il y a une véritable connaissance qui peut être atteinte. Mais c'est déjà ça, c'est peut-être un peu. Oui, c'est déjà ça, mais il ne faut pas avoir d'autres. Deux secondes, laisse-moi quand même parler. C'est peut-être une manière de mettre le pied à l'étrier. Oui, mais tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, ça veut dire aussi qu'il faut donc, en mettant le pied à l'étrier, une fois qu'on est en ciel, il faut avancer dans la direction en question. Et non pas commencer à karaoké là au milieu, ça sert à rien. Ah oui, tu veux dire que prendre ça pour argent comptant, et ça suffit pas. Donc c'est une possibilité, on peut amener quelqu'un à une préparation qui fait qu'à un moment donné, il peut envisager qu'il existe une possibilité pour lui d'aller chercher véritablement où il y a quelque chose à trouver. Et les discussions que l'on peut avoir, si intéressantes soient-elles, ne restent que des préavis, des préalables, c'est une entrée en matière qui a son intérêt, mais il ne faut pas le prendre pour autre chose que ça. Voilà. D'accord. Alors c'est encore une possibilité malgré que c'est caché. Déjà à l'époque du Christ, il avait dit, vous avez caché les clés et vous n'êtes pas entrés vous-même. Ouais. C'est qu'il y a il y a une espèce de volonté délibérée qui est dans l'ensemble des choses, qui veut qu'à un moment donné on cache la réalité des choses pour pouvoir divulguer un mensonge, parce que le mensonge ne peut apparaître et ne peut prendre place de connaissance qu'à partir du moment où celle-ci a été cachée. C'est un petit peu comme l'obscurité apparaît que quand la lumière s'en va. Et quand c'est un peu... Pardon. Quand il est dit, il ne faut pas donner des perles au pourceau, ça veut dire qu'il y a des gens à qui on ne doit pas donner la connaissance? Ben, il y a c'est pas tout à fait, oui, mais ça a été galvaudé, dans le sens qu'il est vrai qu'à un moment donné, il y a des connaissances qui sont des perles réellement, et qui ne sont pas à donner au pourceau. Pourquoi? Parce que ça n'est pas à donner inconsidérément, dans le sens que les pourceaux en question, c'est les personnages qui utilisent ces connaissances à des fins personnelles, dans le sens qu'ils vont spéculer là-dessus. C'est ce qui se produit actuellement dans le monde moderne, où il y a beaucoup de connaissances qui ont été divulguées. Pourquoi? Parce qu'on arrive on est en plein apocalypse, donc tout apparaît. Plutôt que de laisser perdre ça d'une manière totale, on met tout à jour, et là-dedans, il y a des personnages qui peuvent donc, ceux qui ont les capacités voulues, prendre ces choses-là, les avoir apportées de manière à ne pas être donc en
en défaut et de pouvoir donc cheminer dans la direction où il faut aller. Simplement, il y a une multitude de piratages et de crapules, qui sont là, qui utilisent aussi ça à mauvais escient. C'est un peu comme avec Einstein et sa loi de la relativité. Quand il est mort, il a dit j'aurais mieux fait de pas divulguer ça. Exactement, puis il a dit aussi à un moment donné, il faut avertir le monde qu'il est en danger de mort, la science est devenue criminelle. Et il s'en est aperçu un peu tard, mais enfin bon, il y a longtemps que c'était connu, ça par exemple, moi j'ai lu ça dans des écrits très anciens, qui datent du début même du Vedanta. Alors donc voilà, donc Einstein là tout d'un coup s'en est aperçu, mais il s'en est aperçu un peu tard. C'est comme le fait de ne pas il n'aurait pas dit ce qu'il a dit, mais en attendant il l'a dit, puis on l'a, puis c'est bon. Puis tu me diras, c'est pas lui qui l'aurait dit, c'est un autre. On est dans cette époque de mise à jour où tout se met à jour, le bon comme le mauvais, le vrai comme le faux, tout apparaît là, à la lumière. On a une possibilité en même temps justement de pouvoir avoir tout ça devant soi avec une possibilité de pouvoir discerner les choses. Ça, on n'est pas absent de discernement, on peut l'ensevelir pour laisser place à des idées reçues, à un conditionnement, un formatage qui vient remplacer en quelque sorte le discernement, mais c'est pas une absoluité ça. On peut aussi virer tout ça pour laisser place au discernement. Et donc ce discernement, pour lui redonner sa position, on peut, par rapport aux données et aux disciplines traditionnelles, réobtenir cette position-là. Et c'est dans cette position-là qu'on peut voir les choses. Il faut être donc en accord avec la tradition en question, et puis ce discernement se fait à la lumière de cette tradition, et pas à la lumière d'une idée, d'un idéalisme aussi grand soit-il. Voilà. Voilà, alors, quelque part c'est simple, et en même temps évidemment c'est compliqué. Dans le sens qu'on est tellement habitué à vivre autrement que tout d'un coup on te demande de faire les choses différemment, mais c'est à la portée. D'ailleurs la preuve en est, c'est que de vivre comme le monde vit en général, il n'y a bientôt plus personne qui s'en satisfait, tout le monde est dans l'insatisfaction, y compris les personnages les plus en vue qui sont là pour malmener et détruire l'humanité et l'ensemble des choses, qui vivent encore dans un délire, une espèce de... un idéalisme, le jour où ils vont se réveiller, ça va leur faire drôle, disons. Mais même ceux-là, en ce moment, ils sont pas vraiment heureux de leur propre situation. Ils attendent quelque chose d'autre. La preuve en est, ils font des pieds et des mains, faire-ci, faire là, parce que ça ira mieux après. Non, mais sans blague. Elle est où, cette plaisanterie, là? D'où elle sort? Faudrait en connaître l'origine, ça sera intéressant. Alors, l'origine, elle est où? C'est pas compliqué à déterminer où est l'origine. Ça correspond parfaitement bien à le temps viendra où Dieu rendra l'homme fou et il œuvrera lui-même à sa propre destruction, c'est-à-dire que c'est de la folie, tout simplement. En fait, t'es vraiment l'inspecteur Colombo, toi. T'arrives à détecter le faux tout de suite, hein. Tu le repères. Mais c'est pas moi qui y arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a des clés qui permettent de le voir. C'est gros comme une montagne. Et c'est des clés. Plus ces clés, moi, franchement parler, justement, je vois ces choses-là d'office, mais franchement parler, ça me met pas en avant ou ça ne me surélève dans rien sur le plan individuel. Il faut faire disparaître son individu pour laisser place à une connaissance. Et tu y es arrivé, toi? Oh, j'y suis arrivé. Attends, tu le vois, tout le monde constate où je suis arrivé. Donc je suis pas arrivé bien loin. Simplement, je peux... J'ai certaines connaissances qui me permettent de dire ce que je dis, voilà, c'est tout. J'aimerais bien avoir ton détecteur, là, de mensonges. Mais chacun a la disposition, simplement, on s'est fait enterrer, tout le monde se fait enterrer par des considérations artificielles. Moi, dans ma vie, il s'est produit des multitudes de choses qui, sur le moment, ne m'ont pas donné nécessairement satisfaction
ou des plus particulièrement, c'est que j'ai toujours vécu en marge. Donc j'étais en marge dans tout. Voilà, dans tout. À l'école, ça va pas, je suis pas d'accord avec rien. Je m'entends quand même avec les profs parce que j'avais une certaine perception des choses je tombais sur des profs ça leur a convenu, puis on est allé un peu plus loin alors j'étais finalement collègue avec ces profs, indépendamment d'avec les autres élèves, ce qui veut dire finalement, j'ai pas vécu, je me suis pas torturé, tu vois, à quelque part, mais j'étais pas dans ce coup. D'ailleurs, j'y allais quand je voulais, puis c'est pas le mieux qui m'est arrivé dans le sens que je maîtrise très mal même la langue française qui est ma langue, et j'ai pas appris comment. J'ai dit ça va quand même, on te comprend. Ça va, oui, ça va, mais ça va sans plus, et puis j'ai bien souvent des mots qui m'échappent, enfin bref. Et j'ai un langage un peu rustique, donc c'est pas bien sur toute la ligne. Mais enfin, ça m'a permis de ne pas m'enfiler dans ces espèces de fausses doctrines. Pour moi, tout ça, ça n'existait pas. Tout d'un coup, je partais, j'allais vivre dans la forêt, j'allais courter dans les prés, dans les champs. Tu n'étais pas à contre-courant par principe, quand même. Ah non, moi, je n'ai aucun principe de cette sorte. Je suivais simplement ma vie s'est présentée comme ça. J'ai suivi, j'ai rien fait volontairement. J'ai pas voulu ceci, voulu cela. J'ai rien voulu du tout. Je me suis retrouvé que tout d'un coup, il y a un jour, je me lève un matin, je peux plus aller à l'école. Mais je peux plus. On peut m'assommer là, mes parents peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, devant l'insistance, je fais semblant d'y aller, mais à la dernière, juste avant la porte, l'odeur, et je suis loin, parce que je peux pas. Pour moi, je vivais ça comme une question de vie ou de mort, hein. C'était pas à peu près, mais on aurait pu me menacer d'ailleurs. J'ai été menacé par n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça me passe? J'entends la menace, oui, c'est grave. Ouh là là, aïe aïe aïe, j'espère bien que ça va pas arriver, mais je me tire. Je ne peux pas, c'est tout. Je ne pouvais pas. Et à quelque part, vu par certains personnages, j'étais un cas, il fallait voir si j'étais un cas. C'était un cas, comment ça se fait? Il n'y a pas moyen de le raisonner. Alors il n'y avait pas moyen de me raisonner. Tu rentrais pas dans le moule. Ben, en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi les choses sont produites comme ça, mais en tout cas voilà. Ce qui veut dire que j'ai passé ma vie dans ces conditions-là. Il y a eu des passages où c'était hard, dans le sens que finalement j'étais isolé de toute la société. Je me suis retrouvé seul, inévitablement. Bah, bien sûr. Donc, mais cette solitude, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Comme dans une discipline traditionnelle, il faut absolument faire des gymnastiques qui sont souvent très difficiles à faire pour obtenir cette solitude de manière à pouvoir être en contact avec son principe fondamental. Ouais. Donc, j'ai été forcé. Parce que de moi-même, j'étais incapable de le faire. Voilà comment, pour moi, les choses se sont passées pour arriver à me retrouver en contact avec quelque chose qui a une valeur qui va bien au-delà de considérations existentielles, dans le sens que pour toucher des causes. Alors ma vie s'est passée que j'ai été incapable de pouvoir suivre une discipline quelconque. Eh bien, j'ai été obligé de ce fait-là. Et cette discipline en question m'a amené donc à la solitude, qui est effectivement ce qu'il faut avoir, c'est la position qu'il faut avoir pour pouvoir être en contact avec son principe, autrement on est distrait par le restant. Ouais. Et on considère le restant comme une valeur qui prend lieu et place du principe en question. Le principe, il n'est jamais qu'un des points de vue parmi une multitude. Alors que non, il est la réalité, il est la source même de la vérité. Alors attention, il est cette vérité sur le plan principiel. Donc c'est de lui que va émaner toutes les possibilités qui sont en concomitance avec ce principe.
Donc l'isolement, c'est une condition sine qua non? Ben, bien sûr, et à un moment donné, les moines, ils font quoi? Ils vont s'enfiler dans un monastère, on les voit plus en prière. Et les personnages qui ont cherché à aller plus loin que leur bout du nez, ils ont tous passé par là. Ça veut dire que... Ben, moi, j'ai passé par là, mais j'ai pas fait exprès, je peux te garantir, parce que je veux te dire sur le moment. C'est pas facile parce que t'es en désaccord avec tout un chacun. Il y avait qu'avec un homme comme mon père, comme mes parents. Ma mère, ce qui la dépassait, elle laissait la possibilité dans le sens qu'elle se manifestait pas. Elle me donnait aucune explication, puisqu'elle en avait point à donner. Et j'avais mon père qui, lui, me donnait tout le temps la correction des choses. Et il se trompait jamais. Ce qui veut dire que c'était pas le fait que j'aille pas à l'école, que je fasse pas ci comme les autres, que je fasse ci au lieu de ça. Tout ça, c'est une chose. Mais il y avait un emplacement, il me donnait l'endroit où j'étais dans l'erreur. Voilà, c'est pas de cette façon-là que, etc. Parce que j'ai poussé loin le bouchon, j'en ai déjà parlé, je me suis retrouvé confronté soit à des instituts, soit à des curés, soit à des n'importe quel personnage de tout grade, où je me suis manifesté avec beaucoup de violence, parce que j'étais assez costaud, et je craignais personne, mais j'avais l'impression d'être indestructible, à quelque part, dans le sens que on peut me tuer, puis c'est tout ce qu'on peut arriver à faire, mais on ne peut pas aller plus loin. On ne pourra pas m'enlever mes convictions dont j'ignorais vraiment l'origine. Voilà. Donc je me suis manifesté avec beaucoup de violence. Ça a créé à mon père des problèmes gigantesques. Il a dû aller s'expliquer combien de fois. Alors il me reprenait sur le fait justement que j'aurais pu faire les choses de manière à ce qu'il ne soit pas dans l'obligation de perdre son temps à aller discuter avec des gens qui n'en valent pas la peine, puis qui doivent passer des heures et des jours, lui, pour simplement parce que par négligence, je me laisse aller. Donc voilà ce qu'il me faisait montrer. Ce qu'il me montrait, c'était autre chose. Ouais. Il n'était pas en désaccord avec le fait en lui-même que j'étais en contradiction avec tel ou tel mouvement ou tel personnage. Il trouvait ça tout à fait normal, tant mieux pour moi. Mais par contre, c'est pas des façons. La manière dont tu le faisais, ça... Voilà, c'est pas des façons. Moi, tu avais tort d'avoir raison de cette façon-là. Voilà, d'une certaine manière, c'est ça. Donc c'était un état de folie, voilà, quelque part, qui fait que je me manifestais dans des conditions, mais je vais te dire, déjà enfant, petit, à l'âge de 5 ans, il venait le cirque sur la place de Lausanne, là, et moi, quand il venait le cirque, je disparaissais de tout, j'étais dans le cirque, donc j'étais vers mes éléphants, mes animaux, et il venait des gens intéressants qui étaient... Il y a eu un groupe de musiciens de l'Inde avec des gens de là-bas qui sont venus. Les conditions étaient qu'ils ne pouvaient pas sortir du cirque. Ils avaient un visa qui était déterminé par les détenteurs du cirque, qui était donc le cirque national en somme, et qui avaient l'autorisation de faire venir ces gens. Et quand ils avaient fini leur tournée, ils les renvoyaient là-bas. Mais on les voyait jamais dans les rues, nulle part. Ils n'avaient pas le droit de sortir du cadre du cirque. Et c'était des gens exceptionnels. Moi, je les voyais vivre. Je rencontrais des gens qui vivaient comme moi. Mais eux, ils étaient musiciens, ils étaient ceci, ils étaient cela. Un jour, ils étaient en train de jouer, puis les gens leur lançaient de la monnaie. Moi, j'ai trouvé ça, mais... Oh, ça m'a choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible, tu vois. J'étais, outré de voir ces gens à qui on lance des choses comme on lançait les cacahuètes aux singes là-bas. Je trouvais ça, mais j'étais outré. Donc je suis monté sur la scène, j'avais 5 ans. Et je prenais cette monnaie et je la lançais avec force dans la foule. Ah, mais moi, et puis je mettais tout le paquet, hein. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Il y a un de ces Indiens qui m'a arrêté, mais alors là, je m'en rappellerai encore, je m'en rappellerai toujours, parce que il est venu vers moi avec un grand sourire. Ils se sont tous mis à sourire. Ils étaient heureux de ma réaction, tu vois, je veux dire, ils étaient en plein accord avec moi, ces gens-là. Mais avec un côté bon enfant qui fait que la manière dont je réagissais, c'était une manière d'enfant.
Et eux, il y en a un qui a posé son instrument, qui n'avait aucune précipitation, et tout le monde, donc ils riaient tous, et il est venu vers moi, il m'a pris par la main, il m'a caressé la tête, il m'a embarqué, je suis quelque part, il m'a fait sortir de là, avec une douceur extrême, et puis voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a rien eu du tout, et au contraire, il y avait l'assentiment de tous ces gens-là. Ouais. Et ben voilà la façon dont les personnages qui avaient une certaine compétence, dans le sens qu'ils vivaient encore par rapport à leur tradition, ont pris ma manière de réagir devant cette situation-là. Ouais. Voilà. Mais je n'ai pas recommencé d'ailleurs. Parce que j'ai tout compris instantanément là, avec cette histoire-là. C'est-à-dire que je n'avais pas revenu à l'idée de recommencer. J'avais mon idée à cet égard, elle s'est au contraire solidifiée, dans le sens que elle a pris encore, c'est effectivement une absurdité, c'est effectivement une profanation qui se vit là. Et puis on est dans l'obligation de vivre dans cette profanation comme quelqu'un qui est jeté à l'eau est obligé donc d'être mouillé. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Tu veux dire que c'est une manière d'appréhender les choses qui est complètement en accord avec l'ordre des choses, quoi. Voilà. Ouais. Et donc je me suis retrouvé confronté à ces choses-là. Je comprends. Voilà, et puis là, évidemment, les parents, ils sont au courant, parce qu'il y a tout le monde, on se connaît dans un coin, alors tout le monde va dire à mes parents, vous vous rendez compte, il a fait, voilà, et si elle a. Mon père me regardait, il était tout fier. Donc, il me disait rien, mais il était bien content que j'ai réagi comme ça, parce que ça voulait dire que j'avais une notion de quelque chose qui, pour lui, avait de l'importance. Par contre, il ne m'en parlait jamais pour me féliciter de quoi que ce soit, parce que ça ne rentre pas dans l'ordre. Quand quelqu'un fait quelque chose de normal, agit normalement, c'est tout simplement normal, comme on dit. C'est pas quelque chose qui est à féliciter. Actuellement, si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'applaudir. Non, mais sans blague, la bonne rigolade. Ça veut dire que de faire faux, c'est normal, si on applaudit quelqu'un qui fait juste, non. Faire juste, c'est normal, et on punit quelqu'un qui fait faux. Alors là, d'accord. Donc, lui, il me reprenait où ça n'allait pas. Où ça allait, il n'y avait rien à dire. Ah, d'accord. Attends, mais c'est comme ça que les choses vont, c'est pas autrement. Alors, à présent, il faut brosser, là, faut caresser les gens dans le bon sens du poil parce qu'ils ont réussi. Je sais pas quelle histoire, non mais quelle blague. Alors, pour en revenir au fait qu'il faille s'isoler pour arriver, pour essayer de toucher un petit peu le principe du bout des doigts, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie sociale possible? Si ça veut pas dire tout ça. Ça n'a jamais eu cette signification, mais dans toute société, il y a des personnages qui se sont, quand tu veux chercher, ça dépend ce que tu cherches, puis pourquoi, puis comment. Il y a des personnages pour qui, à un moment donné, il faut cette solitude pour s'approcher d'une connaissance principielle, et les gens se retirent dans les cavernes, dans la montagne, dans des monastères, etc. Ça a toujours eu lieu. Mais ça n'empêche pas d'autres gens d'avoir une vie sociale, et que cette vie sociale n'est pas quelque chose d'inférieur, elle est une voie qui n'est pas celle-ci, mais elle est une voie tout de même. La voie de père de famille, c'est une voie. Oui, est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre les deux? Oui. Bon, d'accord. On peut être seul en vivant dans une collectivité. Voilà, ben c'est ce qui se passe à partir du moment où tu commences à Eh ben, bien sûr, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je vais te dire, tu le sais fort bien, c'est mon cas, déjà simplement là, c'est que moi je suis seul. Ben moi aussi, moi je suis dans mon monastère chez moi. Ben alors écoute. Non mais enfin disons pour dire, cette solitude, elle est justement la position qui fait qu'on peut vivre avec l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, quand on parlait, on parle même de très longtemps en arrière, quand on parlait des ermites. Un ermite, c'est un personnage qui ne voulait pas s'isoler du monde par
parce qu'il était déçu de l'ensemble de l'humanité ou de tous les gens qu'il côtoyait. Mais il aimait tellement le monde que pour pouvoir aimer avec un amour qui recouvre l'ensemble de cette humanité, il fallait qu'il se retire donc seul dans une grotte ou dans un lieu, et en général il recevait tout un chacun avec un grand sourire. Il était toujours présent pour tout un chacun, pour répondre à des questions ou pour simplement être présent avec un rayonnement. Parce que c'est une attitude, c'est une position, ça. En fait, il se nourrit de silence. Pardon. Ben oui, on peut appeler ça comme ça, puisque le silence, il est l'équivalence en somme du vide, il est l'équivalence du potentiel, dire, où il y a le tout. Il est un principe, voilà. Tout à fait. Ben écoute, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer aujourd'hui. D'accord. Merci de cet élan de générosité. N'allons pas si loin, c'est toujours avec plaisir que tu vois, il y a des choses intéressantes et je remercie l'auditeur d'avoir fait la remarque qu'il a fait, parce que c'est disons, en tout cas je remercie cette remarque dans le sens qu'elle est exactement dans les clous, dans le sens que voilà ce que représente cet élan de générosité fait de la part de celui qui veut amener la lumière en Afrique. Ouais. Ça représente, c'est de la poudre aux yeux qu'il amène. On pourrait dire cette lumière artificielle, c'est le symbole de l'ignorance, puisque l'autre lumière est le symbole de la connaissance. Ah ben ça va. On pourrait dire que c'est de l'ignorance. C'est comment quand je parlais des écoles, je disais que c'était pour apprendre à ignorer. C'est-à-dire c'est de l'ignorance savante. Voilà. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.